Elle pourrait presque à elle seule représenter l'image de l'agriculture française, celle de nos campagnes. Elle occupe à chaque édition de ce salon de l'agriculture une place primordiale. La Normandie est l'une des régions les plus productives de France. La première pour le beurre, pour la crème, mais aussi pour les fromages de lait de vache. Et cette carte de la qualité, elle a choisi de la jouer à fond. Une carte qui pourrait s'avérer maîtresse au moment où le consommateur s'intéresse de plus en plus à son assiette, à la sécurité alimentaire. De tout cela, nous allons parler en compagnie de nos invités, des éleveurs. Bonjour et bienvenue dans ce dimanche en politique en Normandie, exceptionnellement depuis Paris et le Salon de l'Agriculture, 55e édition bien sûr. Avec nous sur ce plateau, Sébastien Windsor, bonjour. Vous présidez Saveurs de Normandie, vous présidez aussi la Chambre d'agriculture de Seine-Maritime. Bruno Parmentier. Bonjour. Bonjour, est avec nous aussi en plateau, auteur, économiste, avec qui nous aborderons cette fameuse question de la sécurité alimentaire. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur cette problématique. Charles de Paris est également avec nous à nos côtés. Vous présidez les appellations d'origine laitière de Normandie. Bonjour. Et puis Daniel Courval, il est éleveur dans le Calvados. Il sera l'observateur de ce débat. Il nous rejoindra à la fin de cette émission. Il nous donnera son avis sur tout ce qu'on se sera raconté et surtout sur ces fameux atouts aujourd'hui qu'a la Normandie, ses produits. Une fois n'est pas coutume, on va commencer cette émission par du fromage, par le camembert, si vous le voulez bien. Après 10 ans de lutte, une trêve a été observée dans la guerre du camembert, Charles de Paris. Vous êtes bien battu sur cette question. On va résumer les choses. S'opposaient depuis déjà plusieurs années les traditionnalistes du lait cru, les industriels du lait pasteurisé. Comment vous avez fait pour défendre votre goût de fromage ? Alors on n'a pas défendu que le fromage dans cette affaire-là, on a défendu la notion d'appellation d'origine dans son ensemble. L'alimentation française et la valeur du logo des appellations d'origine, parce que, à force d'utiliser un terme qui était réservé à une appellation d'origine, notamment donc sur le camembert de Normandie, et on aurait pu voir par exemple un mousseux fabriqué en Champagne, qui aurait été aussi très confusant. Et comment les termes... Vous êtes battu pour imposer quoi ? On s'est battu pourquoi ? Pour réglementer l'usage du mot Normandie à travers l'appellation des camemberts. Donc le but du jeu, c'était d'abord légiférer et de sécuriser le système des appellations d'origine dans son ensemble. Mais c'est tout finalement la filière qui va s'en trouver aussi modifiée parce que la race normande va revenir aussi petit à petit dans la production. C'est ça aussi qui va être imposé ? Alors elle était déjà très présente bien sûr, en appellation d'origine pour nous. En ce qui concerne les industriels, ça devient beaucoup plus important. C'est énorme pour la région, hein. Pour Normandie, c'est un cataclysme. Je pense que tout le monde n'a pas encore assimilé les conséquences de ce choix qui a été porté par l'INAO, qui a été porté par les éleveurs en appellation d'origine. Il faut bien le comprendre que ce n'est pas forcément Goliath contre le petit qui a gagné, mais c'est peut-être... Enfin bon, les rôles sont difficiles à cerner dans cette affaire-là, mais globalement, pour l'appellation d'origine, pour la notoriété de la Normandie, pour l'avenir des producteurs de lait en Normandie, c'est un cataclysme et on s'en réjouit. Mais... Alors pour les puristes du camembert de Normandie au lait cru, voilà. Il y a des peurs, on le sait, on prend le risque de communiquer et d'emmener l'ensemble et de, entre guillemets, de faire que le camembert dans son ensemble soit indélocalisable, ce qui n'a pas été le cas avec le textile ou les mines dans les années 50 et 70. Donc aujourd'hui on fait le pari de ça, on augmente la qualité globale et la notoriété des appellations d'origine, on sécurise l'ensemble et on sera garant d'une communication claire et d'une montée en gamme globale des produits. Et surtout, on défendra toujours bec et ongle. Et croyez-moi, et croyez-nous la filière, ça se voit. Le lait cru, c'est notre passion. Alors c'est pas parce qu'on a intégré la possibilité pour une partie... Mais c'est ça qui inquiète aujourd'hui le consommateur, en fait, Charles de Paris. C'est que le oui. Camembert au lait cru de Normandie ne soit plus le vrai camembert au lait cru de Normandie. Alors, il y aura, comme par exemple dans le salaire, où il y a l'AOP salaire traditionnel et le salaire tradition qui fait en alpage 2 fois par jour avec des contraintes drastiques. Il existe en vin le cépage, le grand cru. Voilà, il existe des choses qui existaient déjà. On va avoir des capacités de communication énormes et on va faire comprendre et on va communiquer au maximum pour que le consommateur soit averti. Ce fromage, c'est le symbole de la Normandie, le camembert. Il y en a d'autres, hein. Vous les avez d'ailleurs sur votre petite veste, là, on les voit en logo. On comprend bien, Sébastien Windsor, ce besoin, cette nécessité de garder l'essentiel, en fait, quoi.
dans le produit normand? Je pense que l'enjeu derrière la marque Saveurs de Normandie, derrière les AOC, Ouais. c'est de donner des vrais repères aux consommateurs pour qu'ils sachent où il va et qu'ils sachent dans son choix de produit ce qu'il achète et ce qu'il y a derrière. Vous savez, quand on parle du Made in France ou du fabriqué en Normandie, quand on parle de voiture, ça n'a pas du tout la même notion que quand on parle d'un produit alimentaire. Quand on parle d'un produit alimentaire, on ne s'attend pas à ce qu'il soit simplement transformé en Normandie, on s'attend à ce que les matières premières soient aussi d'origine normande. C'est pour ça que nous, on a créé la marque Saveurs de Normandie, pour aider le consommateur à se repérer. Et après, quand il va faire des choix d'aller sur des produits AOC, il saura là aussi qu'il y a un cahier des charges qui est probablement, certainement un peu plus élevé et qui trouvera encore autre chose. Il y a une appétence de l'industrie agroalimentaire justement pour tout ce qui est fait traditionnel, qui vient de nos régions justement. Comment le défendre ça par rapport à vos produits à vous? Eh bien, justement, sur Saveurs de Normandie, on fait en sorte que il y a là aussi un cahier des charges qui n'est pas du même niveau que celui de l'AOC, mais qui peut être un premier pas. C'est quoi? C'est l'origine? C'est l'origine du produit, c'est la saveur, c'est la qualité du produit sur sa façon de le faire, et c'est l'origine des matières premières. Et encore une fois, on donne des repères aux consommateurs et on fait en sorte que, voilà, on puisse pas afficher le mot normand sur tout et n'importe quoi, simplement parce que l'emballage a été mis en Normandie. Alors, exemple justement de cette ambition de qualité à l'image des fromages, puisqu'on en parle, c'est la filière bovine normande qui cherche elle aussi à faire reconnaître son travail en se portant candidate à une AOP, appellation d'origine protégée. Reportage à Campneuseville, ça se situe en Seine-Maritime, en compagnie de Bérengère Dinglas avec Stéphane Lotte. À Campneuseville, pour les bœufs de Patrick Outrebon, c'est l'heure du repas. Et dans la ration, de l'herbe et de la betterave, mais pas de maïs, comme c'est souvent le cas. C'est une finition sans maïs. Donc l'été, c'est facile de faire des finitions sans maïs parce que les bêtes sont en herbage. Mais le souci, c'est un petit peu l'hiver. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'être un peu le précurseur pour montrer un petit peu qu'on peut arriver à finir des bœufs sans du maïs. Comme une vingtaine d'éleveurs, Patrick s'est lancé dans la production de bœufs herbagés normands. Des bêtes de race normande qui mangent exclusivement l'herbe de nos belles prairies. L'objectif, valoriser la race et le territoire en obtenant à terme une AOP, une appellation d'origine protégée. C'est une image de marque, c'est toujours une image positive, l'AOP, vis-à-vis de l'opinion publique. Dès qu'on parle AOP, pour eux, c'est un signe de qualité. Plusieurs restaurateurs régionaux ou parisiens sont partenaires de l'aventure. Ils servent depuis quelques semaines le bœuf herbagé dans leurs établissements. On a une belle couleur, on a un beau rouge et on a une maturation qui nous donne vraiment un gage de qualité sur cette viande. Il y a la clientèle pour ? Évidemment, évidemment, bien sûr. Oui, on a une clientèle qui n'attend que ça, c'est de savoir d'où vient le produit, qui l'a élevé, comment elle a été travaillée. Enfin, ça y est, il y a une vraie demande. On ne veut plus acheter une viande sous blister avec juste une étiquette. Non, on veut savoir qui a produit cette viande et surtout ce qu'elle a mangé. De grandes enseignes de distribution ont également rejoint la démarche. Potentiellement, c'est 600 bêtes qui pourraient être produites ainsi chaque année. Voilà, avec 14 AOC et autres AOP, la Normandie valorise donc ses produits. Vous croyez au discours d'Emmanuel Macron qui a reçu des agriculteurs il y a quelques jours à l'Elysée pour leur dire qu'ils ne mangeraient jamais de bœuf hormoné dans leur assiette? Charles de Paris. Eh bien, vous y croyez ou pas? Je ne sais pas si je dois y croire. En tout cas, nous, on essaiera d'avoir et de proposer au niveau des appellations d'origine et en tant que membre du comité national des appellations d'origine, de proposer une vraie certification pour les produits sous AOP, sous IGP, sous label rouge et sur l'agriculture biologique. Voilà. Sébastien Windsor. Alors moi, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que d'y croire. C'est une vraie demande de nos consommateurs que... Est-ce qu'on va pouvoir l'honorer aussi? C'est ça la vraie question. Mais il va falloir qu'on trouve les solutions pour l'honorer. Et c'est l'engagement d'Emmanuel Macron, c'est de dire on trouvera les solutions à côté des agriculteurs français pour l'honorer. Donc on ne peut que y croire, on ne peut que l'encourager parce que c'est vital pour nos productions de faire la différence, de ne pas avoir des produits qui ne respectent pas les mêmes règles que nous, arriver sur nos marchés sans éléments de différenciation. Donc on n'a pas d'autre choix que de le croire et on doit le pousser et l'encourager à aller jusqu'au bout pour faire en sorte que ces produits n'arrivent pas jusqu'à chez nous dans nos assiettes. Vous l'avez rencontré la semaine dernière, vous avez essayé de le convaincre de ça justement? Oui, absolument. Et je pense qu'on a besoin de le convaincre pour deux choses, pour protéger le revenu de nos agriculteurs, parce qu'on n'est pas capable de produire avec des règles différentes
sur les mêmes bases de coûts, et puis parce que c'est une attente du consommateur. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période à la sortie des États généraux de l'alimentation où on essaye de refaire ce lien entre ce que produit l'agriculture et ce que demande le consommateur, y compris à un moment en arrivant à créer une plus-value pour sortir l'agriculture de l'ornière ou des difficultés dans lesquelles elle est pour valoriser ses produits. Donc quand on fait ce travail-là, oui, on a essayé de sensibiliser là-dessus, sur le besoin de recréer ce lien, et on ne peut pas le faire en ramenant des éléments de l'étranger totalement disruptifs. Bruno Parmentier, vous serez forcément d'accord avec ça, ce lien avec le consommateur qu'il faut créer, qu'il faut garder. Oui, alors, vous savez, il est en train de se passer dans les produits de l'élevage, la viande et de lait, ce qui s'est passé il y a 50 ans dans le vin. Dites-nous Il y a pourquoi. 50 ans, on consommait 140 litres de vin. Aujourd'hui, 40. Au début, les viticulteurs ont été paniqués. C'est eux qui manifestaient à Carcassonne et à Narbonne, etc. Et puis finalement, ils ont dit, on va faire de la qualité. Au lieu de vendre le vin au litre, on va le vendre à 75 centilitres. Et puis, plus personne ne met de l'eau dans son vin. Il n'y a plus que du bon et du très bon vin. Et payé beaucoup plus cher. Et il y a encore des viticulteurs. Alors, dans la viande et dans le lait, pendant le XXe siècle, on a cessé d'augmenter. En fait, on a fait comme le millésime. Ça veut dire Dans qu'on n'a les pas années 20, anticipé, selon vous on aussi mangeait 20 kilos de viande. Dans les années 50, 50 kilos. Dans les années 80, 80 kilos. Et au tournant du siècle, 100 kilos. Il aurait fallu plus anticiper, selon Mais vous, cela? seuls les naïfs pensaient que ça allait continuer, qu'on allait faire 200 ou 300 kilos. Donc, ça commence à diminuer. Et en fait, il faut faire passer l'ensemble du secteur de l'élevage d'un système complètement tourné vers la quantité à un système tourné vers la qualité. Parce qu'on va manger moins de viande et moins de lait, mais que du bon, payer plus cher. Et donc, ce que font ces messieurs, c'est absolument fondamental, c'est l'avenir. Le lait de base, la viande de base, c'est fini à terme. Alors, D'autant qu'il y a une menace. La petite nuance, c'est quand même le à terme. Et c'est là qu'il Pourquoi faut être prudent. Je vais vous donner un exemple, c'est la filière volaille. C'est la filière en France qui a fait le plus d'efforts pour aller vers des signes de qualité. 35% des volailles françaises aujourd'hui sont produites sous signe de qualité, et c'est vraiment très bien parce qu'on arrive à les valoriser dans la grande distribution, etc. Il ne faut juste pas oublier qu'il y a de la restauration hors domicile, et que là, dans la restauration hors domicile, le sujet des prix reste un sujet majeur. Et du coup, pendant qu'on a fait ce virage pour aller vers les signes de qualité dans la grande distribution, quand vous achetez votre poulet, on a fait le virage inverse. Et aujourd'hui, en restauration hors domicile, en poulet, on apporte 70% des poulets et on les importe pas du Brésil, on les importe de la Hollande. Mais ça, c'est parce Juste que le pour des raisons consommateur, il est un peu Et donc, aussi... il faut juste se dire qu'il faut éduquer le consommateur en même temps Voilà, merci. pour qu'il reconnaisse les choses, y compris quand il va acheter un plat cuisiné. Il faut que l'étiquetage lui permette aussi de se retrouver, parce que quand il achète un plat cuisiné, c'est rarement indiqué quelle est l'origine de la viande de la matière première. Oui, parce que des fois, on n'a pas le Il faut prendre temps. ce virage Voilà. qualitatif, mais il faut aussi le prendre dans un pas de temps raisonnable Ouais. pour ne pas se faire éliminer d'une partie du marché. Ce sont les scandales sanitaires, Bruno Parmentier, qui aujourd'hui, clairement, ont réveillé ce besoin des consommateurs, cette conscience alimentaire des Français. Alors, scandale alimentaire, il faut voir de quoi on parle. Allons-y. Il y a de parlons-en. plus en plus de scandales alimentaires parce que la nourriture est de meilleur en meilleur. Là, par exemple, actuellement, il y a eu un scandale sur le lait infantile. Il faut se rendre compte qu'au début du siècle dernier, il y avait 14% des enfants qui mouraient avant 1 an. En 1950, 5%. Aujourd'hui, 0,3%. Ça, c'est ce que vous 1000. dites. On ne meurt plus en France d'intoxication Mais non, alimentaire, et comme c'est- dans les années 50. C'est parce qu'on ne meurt plus jamais qu'une diarrhée infantile fait l'ouverture du 20h. Donc, elle est très regrettable. Mais avant, on mourait d'intoxication alimentaire. Dans les années 50, c'était encore 15 000 morts. Maintenant, c'est 300 morts par intoxication alimentaire. Et seulement les gens qui s'auto-intoxiquent, qui laissent pourrir les trucs dans leur frigidaire. Hein. Ça veut dire qu'on est capable aujourd'hui d'aller chercher une salmonelle dans une tour d'une usine, et que c'est cette performance-là aujourd'hui qui nous fait révéler autant de scandales, à votre avis, c'est ça? Oui, c'est-à-dire C'est parce que... nos outils d'analyse C'est ça. sont bien meilleurs. Par exemple, on peut acheter une barquette de lasagne dans un supermarché anonyme, faire une analyse génétique et dire mais dans cette lasagne, c'est du cheval, c'est pas du bœuf. Avant, on ne pouvait pas. Il y a toujours eu des gens malhonnêtes qui vous ont vendu du pâté d'alouette au cheval, mais tant que vous ne les preniez pas la main dans le sac, vous ne pouviez pas voir. Maintenant, nos outils d'analyse, quand on réfléchit, il y a 30 gamins qui ont la diarrhée, et très rapidement, on dit c'est la tour numéro 2 de cran qui en est la cause. Donc ça veut dire que nos outils sont meilleurs, et l'exigence de la société est bien plus forte, puisque la nourriture est bien meilleure. Et donc, il va y avoir de plus en plus de scandales, mais il faut
gardé raison, on ne meurt plus jamais après souper. Et l'exigence de qualité devient importante. Mais quand on a une exigence de qualité, il faut aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que c'est, par exemple, que tous ces syndicats de parents d'élèves ou ces syndicats qui disent à la cantine, je veux que le ticket soit le moins cher possible. Alors d'accord, on baisse le ticket, puis comme monsieur dit, 70% de la viande servie dans nos cantines vient de l'étranger. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, moi, dans ma cantine, j'aimerais bien qu'il y ait des produits du département ou de la région? Parce que, je veux dire, tout ça, c'est des relations humaines, c'est de l'emploi, c'est une société apaisée, etc. Ça me paraît aussi important de demander à la cantine des produits de la région que de demander un peu moins cher. C'est pas Saveurs de Normandie qui dira Je partage totalement. Ben oui. Et avec Saveurs de Normandie, on essaye de donner des repères aux consommateurs dans les supermarchés, comme on essaye de donner des repères dans la restauration au domicile. Et on essaye de travailler avec la région pour évoluer sur ces aspects-là. Mais vous en parliez, il y a une responsabilité du consommateur aussi, et M. Parmentier le disait, sur ce qu'il consomme. Quand vous disiez tout à l'heure, on a le temps, on va aller choisir ce qu'on va manger, on va aller au marché, on va aller au plus près sur le local, et puis il y a les autres fois où on n'a pas le temps. C'est assez paradoxal, des fois aussi, le consommateur, il a cette responsabilité-là. Absolument, et c'est pour ça qu'on essaye de faire un petit signe un peu visible, c'est que pour quand il n'a pas le temps, ils choisissent un peu plus vite. Mais là, par rapport à ce que vous disiez sur les scandales alimentaires et le fait qu'on n'a jamais aussi bien mangé et que du coup, on a la capacité de voir des choses qu'on ne voyait pas autrefois. C'est ça. Et ça, c'est quand même vraiment un point essentiel. Et le consommateur s'y trompe pas. Il a gardé une confiance dans son agriculture et dans les produits issus de l'agriculture et produits par les agriculteurs autour de chez lui qui est restée très forte. Et ne nous y trompons pas. Oui, il y a des scandales. Il y a toujours eu des gens à certains moments qui fraudaient. Mais l'agriculture a quand même fait un virage qualitatif pour répondre aux attentes de la société qui est énorme, qui est majeur. Et moi, j'ai vraiment confiance dans ce que font les agriculteurs et c'est pour ça qu'on essaye de le mettre en avant. D'autant qu'il y a des préoccupations aussi sanitaires. Hein. Je pense à l'obésité qui devient de plus en plus importante. Elle est mondiale, très dangereuse aux États-Unis. On nous parle des scandales alimentaires. Il n'y a plus de morts à cause de l'alimentation. Le vrai enjeu demain, c'est quoi? C'est le risque à ne pas faire attention à ce qu'on mange. Et on voit les phénomènes d'obésité aux États-Unis qui sont en train d'amener une baisse de la durée de vie. Donc il faut faire attention à ce qu'on mange et c'est le message qu'on essaye de faire passer. Bruno Parmentier. Alors, il faut se rendre compte que la sécurité alimentaire, il y a 3 âges de la sécurité alimentaire. Le premier âge, qui concerne encore au moins 2 ou 3 milliards de gens sur la planète, c'est est-ce que je vais manger demain? Il faut se rappeler que pendant 2000 ans, on a récité dans notre pays, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça veut dire qu'il n'y en avait pas. Hein, le déclenchement quand même de la Révolution française, c'est qu'il n'y avait pas de pain à Paris le 14 juillet 1789. Maintenant, il y a du pain, il y a de quoi manger. Alors ensuite, le deuxième âge, c'est est-ce que je vais mourir après souper? Et là, on vient de le dire, ça y est, c'est fini. Ouais. On ne meurt plus après souper. Donc maintenant, le troisième âge, c'est est-ce que je vais mourir à petit feu? Est-ce qu'à la fin des fins, je vais être obèse? Est-ce que je vais avoir un cancer, etc. On meurt maintenant des maladies de l'abondance et des maladies de la vieillesse et non plus des maladies de la pénurie. Et donc, il faut vraiment se mettre à ça, regarder ce qu'on mange et on construit sa santé avec ce qu'on mange. Et donc, il faut manger peu, bien, et consacrer plus de temps et probablement un peu plus d'argent à cette activité essentielle. Parce que vous savez, nous, on consacre maintenant plus que 14% de nos revenus pour se nourrir, alors que c'était 40% il y a encore 30 ans. Mais aux États-Unis, c'est 7%. Ouais. C'est 7% au lieu de 14% et ils dépensent 2 fois plus pour leur santé. Autrement dit, à la fin des fins, maintenant, moins on va dépenser pour la nourriture, plus on va dépenser à l'hôpital. Moi, je préfère dépenser pour bien manger. Moi aussi. Charles de Paris. C'est exactement... Vous y pensez tous les jours à ça, vous? Eh bien oui, mais ça fait plaisir d'entendre M. Parmentier dire ça, parce qu'en fait, quand on mange un fromage au lait cru, parce que nous, le risque sanitaire et l'aseptisation alimentaire, on n'est pas pour ça. On continue à faire le pari du lait cru, et manger pour nous un camembert ou un de Normandie au lait cru, ou un autre produit au lait cru, c'est aussi remplir sa flore microbienne et se prémunir des attaques de l'environnement. Voilà, c'est un vaccin de manger. Parce qu'à force de manger aseptisé, eh bien, on n'a plus de défense immunitaire et on est faible. La recherche d'une qualité qui fait le travail de l'agriculteur, c'est ce que vous disiez juste aussi à l'instant, et qui donne aussi un sens
à votre métier. Après les crises de l'an passé, les promesses énoncées lors des États généraux de l'alimentation, les agriculteurs font maintenant face à une réforme des zones défavorisées. Les élus qui se trouvent juste derrière moi, d'ailleurs, vous le voyez, en parlent. Leur mode d'attribution, la pérennité de ces aides indispensables pour beaucoup divise la commune du Marais-Vernier, par exemple. Les candidats depuis déjà plusieurs années à ce classement. Elle avait bon espoir, mais rien n'est encore joué. Voyez ce reportage signé Noémie Gachy avec Danilo Comodi. Depuis fin décembre, les parcelles de Daniel Blondel sont inondées. L'eau baisse moins vite que d'habitude et noie la nourriture des bovins. Là, en l'état actuel, les graminées fourragères, elles sont sous l'eau. Donc elles vont crever d'asphyxie. Et qu'est-ce qui va prendre le dessus? Ce sont les joncs, des espèces qui sont peu appétentes pour les bovins. Cet éleveur a l'habitude de sortir ses bêtes sur les pâturages le 15 avril. Cette année, elles devront rester plus longtemps à l'étable et consommeront donc plus de foin. Un manque à gagner de plusieurs milliers d'euros qui pourrait être compensé en partie par les indemnités de handicap naturel. Mais pour l'éleveur, ces aides ne sont pas la solution. Je préférerais vendre mes produits plus chers et à la juste valeur plutôt que de bénéficier d'aides comme ça qui du jour au lendemain peuvent vous être retirées sans qu'on vous demande pourquoi. Dans le Marais-Vernier, seules certaines races rustiques peuvent pâturer sur des prairies inondées. Le président du parc naturel régional des Boucles de la Seine milite depuis longtemps pour que la zone humide soit reconnue comme zone défavorisée. Notre souhait le plus fort, c'est de maintenir le maximum de prairies, le maximum d'herbes, de telle manière à ce qu'on puisse maintenir la biodiversité. Et à partir de là, on sait très bien que c'est grâce à l'élevage que les herbages sont maintenus en qualité. La nouvelle carte des zones défavorisées simples proposée par le ministère de l'Agriculture doit entrer en vigueur au 1er janvier 2019, à condition d'être validée par la Commission européenne. Vous avez observé ce débat. Daniel Courval, vous nous rejoignez. Vous êtes éleveur dans le secteur de Clécy, la magnifique Suisse normande. Bonjour Daniel Courval. Une expression qui prend tout son sens en fait quand on voit le reportage et puis quand on va regarder justement ces belles images, on parle de la nécessité pour vous de maintenir ces aides. Daniel Courval. Oui, les aides aux zones défavorisées sont extrêmement importantes puisqu'on s'adresse généralement à des régions qui, naturellement, ont un déficit de production où la production est plus difficile à mettre en œuvre. En zone défavorisée, vous en avez deux. Vous avez la zone de montagne et là, on le comprend, c'est plus compliqué de faire des bâtiments, il est plus compliqué d'accéder à son territoire. Et puis les zones défavorisées simples, mises en place il y a déjà 35 ans, et l'Europe avait demandé qu'il y ait une révision. J'avoue que ce dossier aurait dû bien se passer et malheureusement, on arrive quasiment au bout du dossier et il faut absolument pouvoir récupérer les zones qui ne sont toujours pas réintégrées. Comment on peut faire, Daniel? Comment on peut faire? Je pense qu'à un moment donné... Comment convaincre surtout? Comment convaincre? Je pense que le dossier a été pris un petit peu à l'envers. On s'est dit, on efface tout et on remet 3 critères et on va définir l'agriculture française, enfin le territoire agricole français. Mais c'est impossible. La diversité, quand on voit dans ce salon la diversité des terroirs, c'est pas 3 critères. Donc il aurait fallu, je pense, partir des zones historiques, peut-être en exclure, parce que l'évolution en 30 ans a peut-être changé les modes de production, mais regarder quand même si les handicaps naturels ne sont pas toujours les mêmes. Parce qu'elles sont importantes. Le montant de ces aides est primordial aujourd'hui pour les éleveurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu pour la Normandie? Oui, alors le montant de l'aide, il est important, d'autant plus que tout le monde de l'élevage est en crise. Et quand on annonce des revenus moyens, autour de 6 000 à 7 000 euros par UTH, quand vous avez des aides... UTH, dites-nous Daniel. Une unité de main-d'œuvre exploitant par chef d'exploitation. Voilà. Et puis que dans le même temps, l'ICHN, l'indemnité de handicap naturel, peut représenter en moyenne en Normandie 8 500 euros. Donc d'un seul coup, vous enlevez ce qui reste de revenus, même si ce niveau de revenu n'est pas acceptable non plus. Et qui se rajoute déjà au reste, à la crise, et voilà. Vous avez assisté à toute cette émission. On a parlé qualité, on a parlé label, on a parlé surtout appellation d'origine aussi. On a parlé
bien manger, en Oui. fait, aujourd'hui. Qu'est-ce qui ressort de ce débat pour vous? Alors, j'avoue que la participation au débat en tant que témoin, c'est une lourde responsabilité. Je pense que je peux être que d'accord avec tout ce qui a été dit autour de la table, peut-être en insistant quand même sur le fait que tous ces produits de qualité, toute cette distribution, toute cette identification, traçabilité, elle a un coût et il faut absolument que les éleveurs qui mettent en place ces matières premières nobles puissent dégager un revenu. Je pense que dans la déclinaison des prix, chaque maillon a un coût. Le transporteur, le transformateur, le distributeur, le magasin. Et puis, à chaque fois qu'on veut entrer le coût de production du producteur, là, on dit, ah ben non, c'est le commerce international, c'est des prix mondiaux, le lait, il ne peut pas dépasser ça, la viande ne peut pas dépasser ça. Et c'est vrai qu'en segmentant, en travaillant, on doit pouvoir rapatrier un revenu des prix normaux sur des matières premières nobles. Et harmoniser, en fait, tout ça, et qu'à la fin, l'agriculteur qui donne du sens à son travail puisse être payé en retour. Vous avez 20 secondes pour me répondre, Charles de Paris. Oui, parce qu'on n'aura pas d'agriculteurs si on ne les rémunère pas à la hauteur de l'investissement global qu'ils font sur l'exploitation, qui a un rendement financier très faible. Et donc aujourd'hui, l'agriculture, pour donner une vision aux jeunes qui s'installent en appellation d'origine, mais ou à travers d'autres signes officiels de qualité, eh bien il faut de la rémunération. Il faut attirer, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, il faut donner de la rémunération aux producteurs. Il y a des producteurs qui sortent dans tous les sens pour inventer le lait Fer France, le lait Cœur de Normandie et tout ça, mais le consommateur veut des ingrédients. Alors on met des ingrédients, on augmente la qualité sanitaire pour vivre plus longtemps, pour qu'on vive mieux tous ensemble et le plus longtemps possible. Ce sera le mot de la fin. Merci. Messieurs. Merci d'avoir participé à cette émission et merci à tous ceux qui ont préparé ce dimanche en politique. Vous n'avez plus que quelques heures maintenant pour venir visiter, vous rendre ici au Salon de l'Agriculture, 55e édition. L'info, bien sûr, continue sur France 3. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt dans Dimanche en politique en Normandie.